Bienvenue à toutes et à tous, il est 14 heures, c'est l'heure de notre webinaire. Je fais comme à la radio. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Shuru Klayani, donc votre interlocuteur habituel, je pense, sur une belle série de webinaires maintenant. Déjà oui, on a eu quelques messages de bonjour, coucou. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le volet chat si vous écoutez le son convenablement, il n'y a pas de freeze, il n'y a pas de... et que vous voyez le support de présentation? Parfait. Ah, nickel. Et on est nombreux en plus. Super, super. Donc, ce webinaire est enregistré comme d'habitude. Vous allez pouvoir le visualiser par la suite si vous et donc vous-même ou si vous voulez le partager avec quelqu'un d'autre. Le support, pareil, sera sur le site, donc juste à côté de la vidéo, télécharger la présentation. Et en même temps, comme vous avez remarqué, vous êtes en mode écoute seul. Vous avez ce panneau de chat que je surveille tout le temps, tout au long de notre webinaire. Vous pouvez poser vos questions, vos remarques, et on pourra donc rendre ce webinaire plus interactif sans aucun problème. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le ransomware. Et le titre, c'est toujours en guerre contre le ransomware parce que ça n'a pas cessé, ça n'a pas arrêté. Et en plus, je suis pas le premier, et même moi-même, c'est pas mon premier webinaire sur le sujet. Donc, on fait dans une sorte de série, d'actualisation, de veille, etc. Donc, déjà, le mois dernier, donc en juillet et même pendant l'été, il y a eu quelques webinaires sur le sujet. Donc, vous pouvez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Je partagerai mon écran. Hop. Donc, sur le site vim.com/fr/video.html, donc, si vous pouvez rajouter un filtre.fr, vous allez voir tous les enregistrements. Donc, je citerai par exemple, il y a Jean-François Albertini et Arnaud qui ont fait comment protéger vos données, mais contre le ransomware pour les secteurs publics. C'était un premier focus. Ils sont allés en deep dive, ils ont décortiqué pas mal de scénarios et de schémas d'attaque. Il y a Hubert aussi qui a créé donc sur la partie création de cibles sécurisées donc contre le ransomware. Et il y a aussi mon collègue donc Yann Serol sur la partie enterprise qui a aussi fait comment combattre les ransomware. C'était vraiment un scénario d'attaque et clairement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est en plus de plein d'autres webinaires sur le sujet, de rajouter donc quelques conseils, astuces et en mettre le paysage en complet de quelques meilleures pratiques. Donc ça peut être de la redite, mais autant le redire, autant le redire plusieurs fois même et être au courant de tout ce qui se passe et avoir une vision complète de comment se protéger et aussi comment réagir dans quelques scénarios et dans quelques situations. Donc au programme, donc on va faire donc l'objectif principal, donc c'est une protection anti-ransomware fiable, donc motorisée par Vim, avec aussi vos bonnes pratiques et un paysage complet. Donc Vim est un acteur principal au centre ici, donc dans cet échange, mais ça n'exclut pas toute une protection et une veille tout autour sur votre système d'information. Donc, comment procéder? Donc, on va suivre aujourd'hui un framework, donc issu du NIST. Le NIST, c'est un organisme américain public qui a une division cybersécurité et on va suivre ce framework-là. On va dire que cette division, elle est un peu équivalente à notre ANSSI en France. Et en plus, on va voir le framework plus en détail, mais comment aussi l'enrichir et comment Vim s'interface avec ce framework. Les règles de 3, 2, 1, 1, 0, pourquoi et comment. Et le dernier conseil du support, parce qu'on a pas mal de retours assez intéressants du support. Pour les gens qui ne savent pas, on a une division spéciale qui prend l'action quand on est à des attaques ransomware. Et après, donc, les ressources, donc quelques ressources complémentaires pour aller plus loin. Je vais surveiller quand même le chat en même temps. Voilà. Oui. Donc,
Donc, j'ai répondu déjà, c'est quoi le NIST? Donc, voilà, on va aller et regarder ce framework-là. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions dès qu'il y a une question ou une remarque, sans problème. Donc, une protection anti-ransomware fiable, c'est l'objectif, clairement. Donc, aujourd'hui, j'étais dans un échange il n'y a pas très très longtemps. Il y a 2 documents assez intéressants qui sortent de l'ANSSI. Donc, ça, faut impérativement jeter un coup d'œil, je pense, là-dessus. Je reviens donc, pour le montrer. Le premier, l'état de la menace rançon logiciel. Donc, à l'encontre des entreprises et des institutions, ça date de mars 2021. Je pense qu'il y a une version plus récente, qui est en web, pas en document PDF, mais clairement, c'est un document issu de l'ANSSI et qui synthétise un peu tout ce qui est en train de se faire. C'est quoi les points de vulnérabilité, c'est quoi aussi les ransomware les plus, et c'est quoi les correctifs à mettre en place, et aussi les attaques par rançon logiciel, donc tous concernés, comment les anticiper et réagir en cas d'incident. Vous voyez déjà le document, dès qu'on le balaye, premier point, qu'est-ce qu'un rançon logiciel? D'accord, mais comment se protéger? Sauvegarder. Voilà. La réponse est directe, mais après, il y a plein d'autres points qui constituent ce document-là. Il faut vraiment voir dans l'ensemble c'est quoi et comment réaliser. Donc, sécuriser vos données d'une manière, grâce aux cibles de stockage natif, ça c'est notre réponse aujourd'hui. C'est que depuis maintenant la toute dernière version de Vim, on a présenté le cible de stockage, dite humiliable ou durcie. Et comme j'ai dit, Hubert a fait un super webinaire là-dessus, donc comment créer les cibles Linux sécurisées et comment les utiliser. D'ailleurs, en démo, on va les revoir aussi aujourd'hui, sans problème. Mais ça, c'est mettre les données à l'abri des programmes, mais aussi des suppressions, donc voulues ou inintentionnelles des fichiers de sauvegarde. C'est une question qui revient tout le temps. Donc là, je le vois dans le chat. Euh, Donc, dans un cas, on a 2 cas. Donc, il y a toujours le cas d'un ransomware qui, lui, c'est un logiciel qui va essayer de chiffrer tout ce qu'il trouve sur son chemin. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il ne faut pas oublier aussi, il y a le deuxième cas, là où il y a un attaquant qui est connecté sur l'infrastructure et qui peut prendre possession de la console Vim avec des privilèges élevés et peut commencer à supprimer les fichiers ou se connecter au repository directement, là où il y a des fichiers de sauvegarde. Et l'idée, c'est justement qu'il n'arrive pas à supprimer ces fichiers. Donc, le repository est dit, donc il est le cible de stockage, il est inaltérable, quel que soit le privilège qu'il peut avoir sur l'infrastructure. Ça, c'est le premier point, donc c'est l'objectif. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, donc clairement, donc c'est toujours plusieurs niveaux de défense. Donc, on va vous donner ici, dans cet échange, qu'est-ce qu'on a remarqué, qu'est-ce qu'on a vu sur le paysage de renforcement, rendre de la résilience face au ransomware. Mais vous avez remarqué que c'est plusieurs niveaux. Et jusqu'à la fin, le dernier slide que je vais vous montrer, vous allez voir qu'il y a toute une liste de mécanismes et de défense qu'on peut appliquer. Sachant que voilà, le product management a pris un engagement pour la communauté Vim et aussi tous les utilisateurs de aussi faire que ce soit une série. Donc vous allez avoir de temps en temps, dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ou des nouveaux techniques d'attaque qui sont sortis, comment réagir. Et on va essayer de présenter un webinaire sur le sujet avec toutes les mises à jour là-dessus. Donc une actualisation tous les trimestres, que ce soit sur le blog, donc ça sera plus rapide. Sinon, au webinaire, tout le trimestre, il y aura au moins un interlocuteur qui vous présentera et prendra en live vos questions-réponses. Et c'est comme aujourd'hui. En fait. Donc, le renforcement de votre résilience numérique porte sur 3 points. Donc, on va dire synthétiquement. Donc, c'est une sauvegarde ultra résiliente. Donc, comme on l'a évoqué, donc c'est protection contre les ransomware, capacité de restauration. Ça, il faut arriver à n'importe quelle que soit la situation, de trouver une copie de la donnée. Donc,
qui est à l'abri de tout qui était à l'abri et qu'on est capable d'utiliser pour reprendre l'activité sans aucun problème. Et aussi intégration de la stratégie de cybersécurité. Donc ces copies, on va avoir donc plusieurs, bien sûr, mécanismes. Donc c'est soit il est sur le stockage primaire, soit il est répliqué, soit il est dans le repository, donc ultra résilient, inaltérable qu'on a déjà configuré. Et il faut avoir une confiance dans ces copies-là. Et pour évoquer cette notion de confiance, il faut tester. Donc il faut tester ces sauvegardes, les vérifier. Et il y a des mécanismes pour ça dans Vim pour avoir une confiance dans ces données, clairement, qui sont stockées, ces copies de sauvegarde qu'il a en possession. Et voilà, et sécuriser ces données-là. On va voir, il y a un point de sécurité, comment, parce qu'il y a aussi un vecteur très, très, très répandu aussi dans les attaques ransomware ou les infiltrations, c'est que on n'est pas juste seulement en train de pénaliser l'infrastructure avec un gel, en gelant toute l'infrastructure avec des crypto lockers, en cryptant toutes les données, mais aussi des fois on récupère une copie à l'extérieur de l'entreprise par l'attaquant, et ça sera une copie de chantage ou qui sera distribuée, voire vendue sur le réseau. Donc ça, ce type de données, de préférence, pour sécuriser cette donnée-là, et aussi la notion de cryptage, qu'on reviendra là-dessus. Le deuxième point, donc restauration instantanée. Donc ça, c'était l'objectif de la V11 côté Vim, c'était de vous rendre l'activité le plus rapidement possible. Comment savoir, comment pouvoir reprendre très vite sans sans un minimum de perte de données. C'était un des objectifs. Donc, tous les mécanismes d'instant recovery étaient améliorés, donc, dans tous les scénarios. Le RTO et l'RPO raccourcis au maximum. On a des nouvelles fonctionnalités de réplication à la seconde. On a des possibilités d'avoir des solutions modernes de protection de données pour les placer dans des scénarios de réplication ou bien de sauvegarde résilients et clairement reprendre très très vite l'activité. Bien sûr, il y a toujours des socles matériels à prévoir, mais là, on a tout ce qu'il faut côté logiciel pour pouvoir réaliser cette opération. Le troisième point, c'est mobilité cloud, parce que là, clairement, des fois, dans certains scénarios, on n'a plus le choix. Est-ce qu'on reste en local ou bien on part dans le cloud? C'est une obligation, on part dans le cloud. Ou bien des fois le cloud, c'est un plan de disaster recovery. Donc, avoir cette liberté et cette flexibilité de pouvoir utiliser des supports cloud, clairement, c'est un luxe, c'est un choix, c'est une stratégie. Mais il faut aussi, d'un point de vue organisationnel, avoir toujours la possibilité d'avoir cette mobilité entre les clouds, parce que des fois, on se rend compte que ce n'était pas les clouds les plus idéaux qui répondent aux besoins, et on aimerait bien une stratégie de sortie et de migration et de portabilité. Et c'est là qu'on arrive avec Vim Data Cloud Management pour pouvoir convertir d'un cloud à l'autre et le sauvegarder et le protéger et aussi restaurer à un autre cloud ou à un autre environnement. Ça, c'est clairement comment avoir la protection aussi dans le cloud. On utilise tout ce qui est support dit immuable aussi sur les clouds, donc de côté stockage, côté chiffrement. Et là, on a une vue 360 de qu'est-ce qui permet de faire rapidement Vim dans ces scénarios-là, rapidement. Oui, de questions rapides, du coup, Vim Backup pour Azure, oui, Vim Backup pour AWS, oui, on a un produit, et Vim Backup pour Google Cloud aussi. Donc, les trois s'intègrent dans Vim Backup et application qui répondent aujourd'hui à un nom, ce qu'on appelle la Data Protection Platform. Donc, c'est une plateforme commune qui couvre nos trois hyperviseurs, VMware, Hyper-V, KVM, et aussi la partie donc cloud public avec AHV. Donc, et oui, AHV aussi, oui, je le vois dans les questions, il y a AHV aussi, et aussi AWS, Azure et Google Cloud. Donc, tout ça dans la même plateforme. Des clouds autres que ce vient d'évoquer, ils sont bien sûr, on peut les protéger, mais ce ne sera pas à partir des API, parce qu'il n'y a pas de notion d'intégration parfaite. Mais les clouds qu'on vient de voir, que je viens de voir là dans le chat, on peut le couvrir comme à l'ancienne, avec des agents, si on n'a pas le choix et on doit vraiment
les couvrir. Mais on ne sait jamais. Voilà. Pour l'instant, la roadmap n'est pas encore figée sur ces clouds publics listés. Ensuite, le paysage. Donc, je vais vous montrer un petit peu quelques documents issus de l'ANSSI, mais il y a un autre troisième rapport que je ne l'ai pas tout de suite, mais qui montre des chiffres. Donc, on voit plus 700% de 2019 à 2021, 200% sur 2021. Donc, ça s'arrête pas, vraiment. Et que ça soit à l'échelle locale, français, purement franco-français, mais à l'échelle mondiale aussi. C'est un fléau complet. On a l'équipe de support sur toutes les plaques qui reçoit toutes les demandes et sincèrement, ça ne s'arrête pas. Et c'est un business comme d'autres. Et si vous suivez le webinaire de Jean-François et d'Arnaud, vous allez voir que c'est un business en mode même software as a service. Donc, c'est un morceau logiciel as a service. Clairement, du coup, le support, qu'est-ce qui a été remonté par rapport à notre support? C'est qu'il y a des remarques, il y a des bonnes pratiques, il y a des conseils qu'on donne, nous, d'un point de vue avant-vente, que le support est complètement d'accord avec nous, mais aussi il remarque des fois des défaillances et il nous donne pourquoi la défaillance. Premièrement, des copies ultra résilientes, meilleure ligne de défense pour établir l'activité. Sincèrement, voilà, on a un premier repository, un deuxième. Si on fait peut-être une externalisation vers Bond ou bien vers un cloud, c'est quelque chose que voilà, on encourage côté avant-vente dès qu'on en parle des plateformes et sécuriser vos données de sauvegarde contre même la panne, juste la panne matérielle. Donc c'est déjà un. Et après, donc le support, qu'est-ce qu'il remarque? Dans les cas où c'était très pénible ou voire difficile de reprendre l'activité, voire dans un certain cas malheureusement impossible, c'est que la règle du 3-2-1 n'était pas respectée. Donc, soit le client il avait qu'un seul serveur, qu'une seule copie, qu'une seule réalisée d'une manière vraiment basique, sans aucune protection. Là, clairement, le support ne peut rien. Donc, la donnée est perdue définitivement, cryptée ou bien supprimée par un attaquant. Voilà. Ou une panne matérielle. Là, vous n'avez pas même à appeler le support. Vous avez un seul serveur de backup et le matériel prend feu ou bien il est sous l'eau. Bah, voilà, il n'y a rien à faire, clairement. Sauf si, voilà, bah, par miracle, vous réussissez à restituer les données qui sont sur les disques. Voilà. Après, le deuxième point, c'est la partie chiffrement des sauvegardes. Clairement, ça aussi, c'est une remarque qu'un de mes collègues m'a évoqué, c'est que côté chiffrement, nous, bah, qu'est-ce qu'on pensait? Bah, chiffrer les données, ça serait bien de les chiffrer si on sort les données de l'entreprise. Allez, j'envoie une clé USB ou un disque dur à l'extérieur, bah, c'est bien de les chiffrer parce que la donnée est en train de transiter, on ne sait pas dans quelle main ça peut tomber. Donc, voilà, ça peut être le carton ou la clé USB, c'est un petit équipement, donc ça peut se perdre, ça peut se trouver ailleurs. Donc, données non chiffrées, ça peut être aussi très délicat. Donc, ça, c'était une des pensées, à quel moment je chiffrerai mes données. J'ai pris même des disques qui étaient voilà, avec des mécanismes de chiffrement sur le boîtier des disques externes directement à une certaine époque. Après, avec le temps maintenant, bah, vraiment tous nos systèmes sont ultra connectés. Là, oui, clairement, c'est ce qui est évoqué dans le chat maintenant. Oui, donc tout est connecté, donc tout est exposé, tout est à l'extérieur à la limite. C'est un peu ça. C'est une bonne remarque, Julien. Euh, donc oui, donc limite crypter même la production, les backups, tout avec nos clés de chiffrement, ce n'est plus une mauvaise idée contre les attaquants et les personnes. Il y a toujours rien n'est gratuit, donc crypter, ça a toujours un poids et un coût donc, sur la performance ou le matériel, mais voilà, maintenant il faut le calculer, le savoir. Et du coup, ça c'est une bonne pratique qu'on encourage à le faire. Mais sans une gestion correcte des clés de chiffrement, ça devient une menace, clairement. Donc, vous avez vos sauvegardes. Le jour où vous avez besoin de restaurer, bah, c'est clair, Vim va vous donner un petit champ. Vous dites, donnez-moi la clé de chiffrement. Il est où? Qui l'a mis? C'était quoi? Est-ce qu'elle est trouvable dans un coffre ou dans un logiciel? Ça, c'est la bonne question et il faut le savoir. Donc, il faut savoir, bien sûr, il faut savoir
mais d'une manière, c'est comme les coffres à double clé. Donc, c'est pas une personne qui part vérifier, c'est une clé qu'il faut vraiment protéger contre même des intrusions ou voilà, des usurpations d'identité, etc. Après, donc ça c'est très très courant. Les séparations, donc des comptes. Et là, c'est vraiment une des bonnes pratiques. Ça ne vient pas de Vim. Donc, je pense que c'est la genèse de l'informatique. Pas de privilèges élevés pour tout le monde et en plus, pas le même privilège pour tout le monde. Donc, il faut savoir, une des architectures la plus basique que je trouve donc, dans les entreprises, c'est qu'il y a un domaine d'admin et un domaine de production. Et c'est là qu'on a une première ligne de ségrégation et de protection des infrastructures. Au moins ça. Mais si on met domaine pour tout, partout, admin, voilà, ça devient un échec et limite une menace. Pareil, ça se démocratise, ça évolue vite et c'est très bien. Et c'est vraiment la multifacteur authentification. Voilà, donc, autant que possible, utilisez-la. Maintenant, on le voit sur tous les systèmes. Donc, que ce soit sur les systèmes d'exploitation, sur les applications, donc tant qu'on peut utiliser. Sur Vim lui-même, non. Donc, on n'a pas le MFA encore. Il y en a sur le produit cloud, par exemple, mais Vim Backup Application, pas encore. Mais sur les OS qu'on va utiliser, donc oui, oui, vous pouvez mettre de la MFA sur Windows et autant le sécuriser comme ça. Bonne remarque quand même. Donc, euh, oui, ouais, très, 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 très bien, Stéphane. C'est une des remarques, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir aucun des composants de Vim dans le domaine de toute façon. Par exemple, si un attaquant ou un ransomware détecte les machines qui sont dans le domaine, Vim restera hors domaine, par exemple, sans aucun problème, ni les proxys, ni les repositories et d'autres. Donc, aucun des composants n'est obligé d'avoir là-dessus. Euh, donc, vous voyez, c'est aussi une procédure pour protéger le serveur Vim avec cette partie-là. Du coup, alors, bah, c'est normal. Ah, ça marche. Ça marche. Je disais que c'était si on sortait les composants de Vim qui sont dans le domaine, est-ce que c'est une bonne question? Oui. Donc c'est une bonne pratique de sortir le serveur Vim du domaine sans aucun problème. Donc c'est au contraire. Euh, oui, il n'y a pas de question, il n'y a pas de notion, il y a pas de notion de. Il n'y a pas de souci. Je lirai les questions aussi pour vous. Ça facilitera la partie lecture. Alors, est-ce que les réplications peuvent être aussi être hors domaine? Et aussi, je compléterai la question même, est-ce qu'on peut avoir un autre domaine ou un autre réseau sur lequel on va envoyer les réplications? Oui, clairement, répliquer, c'est un domaine de sécurisation parce qu'on peut avoir d'autres authentifications. Donc, c'est un nouveau matériel avec des logins mots de passe différents déjà. C'est un autre site, c'est un autre sous-réseau. On peut avoir aussi des réplicas entre des sous-réseaux différents. Donc, et d'ailleurs, ça a sauvé pas mal de nos clients qui ont réussi à directement contenir une attaque ransomware, déjà démarrer hors réseau tout le second donc, environnement, et faire les tests nécessaires et remettre directement les VM en production, voilà, sans, avec le minimum de perte de données. Alors, tout ce qui est notion de firewall, boîtier, les boîtiers de sécurité contre les spams, les mails malveillants, etc. En effet, c'est des très 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 bonnes solutions. Sauf que maintenant, les attaquants, ils connaissent que ça existe comme ces types de solutions. C'est qu'on peut avoir un, ils peuvent ne plus utiliser des solutions génériques.
Ça va être un mail bien écrit, d'une boîte mail bien enregistrée comme un domaine de confiance. Il peut envoyer un mail qui va passer tous ses équipements sans aucun problème donc les BS et les DS, on voit bien, hein, et aussi les mécanismes d'anti-spam, comme j'ai bien d'évoquer. Et malheureusement, jusqu'à au moment où il y a un, un logiciel malveillant qui permet une élévation de droit et il peut déclencher à la fin une attaque ransomware, malheureusement. Donc ça peut arriver, ça peut arriver. Je suis en train de dire des questions. Les notions de firewall, oui. Les notions de firewall, bah là, utiliser les firewalls au maximum, c'est un des seuls moyens aussi voilà, de bloquer quelques accès privilégiés sans aucun problème. Vous voyez, ça semble basique, mais c'est le cas. Il y a une question qui est hors sujet, mais je répondrai à la fin, pas de souci, hein. Parfait. Super, super bonne remarque. Donc, voilà. Donc, du coup, reprendrons l'activité ici. Maintenant, c'est un gros sujet, c'est les bandes. Donc, déjà, c'est un sujet qui est revenu depuis la V10 avec des améliorations d'utilisation des lecteurs, amélioration des performances et même à la fin, amélioration des solutions qu'on utilise sur les lecteurs en librairie. Et avec la V11, on a encore amélioré ces mécanismes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les temps d'écriture sur les bandes sont améliorés, multi-support, multi-lecteur si on veut. Il y a pas mal d'améliorations sur donc la performance. On supporte maintenant jusqu'à la LTO9. Et du coup, c'était historiquement une des premières réponses, comme je viens de le voir sur le chat, en effet, la première réponse contre les ransomware. Donc déjà, c'est un support qui en écrit là-dessus. Si on vérifie nos données qu'il est bien sûr utilisable pendant l'écriture ou avant, ou même après d'ailleurs, il y a ces mécanismes de vérification. On peut sortir les bandes et à partir de ce moment-là, c'est un média déconnecté. Euh, et si en plus on le met en mode worm, vous voyez, il est même protégé contre la suppression dès qu'il revient dans le lecteur. Le seul maintenant problème qui peut arriver, c'est que si on a une librairie avec toutes les cartouches qui sont dedans et les cartouches ne sortent jamais et quelqu'un arrive à prendre possession de ces librairies et les effacer. C'est le seul moyen d'avoir ces problèmes. D'ailleurs, ce matin, j'ai entendu, ce matin même, hein, oui, on a après une discussion par rapport aux parties bandes, euh, un des moyens qu'un de mes clients utilise, qui est assez sympa, c'est qu'il met des bandes en mode worm et les sort du catalogue. Donc, il part dans la librairie de Vim, il les efface de la librairie et les bandes sont à l'extérieur. Donc, il n'existe même pas dans l'inventaire. S'il a un problème, un jour, il peut prendre la bande, la placer dans le lecteur. Il est déjà en worm, donc impossible d'effacer, clairement, et il commence à restaurer. Donc, c'est déjà un mécanisme ultime de sécurisation. Bonne question. La question a été comment on arriverait à lire une bande qui n'existe plus dans le catalogue. C'est normal parce que dans Vim, l'index il est dans le fichier de sauvegarde lui-même, dans le VBK. Donc on n'a pas besoin que des métadonnées soient dans le serveur Vim. Du coup, quand une bande revient, il est autonome, il est capable de restituer toute la donnée dont on a besoin pour la production. Donc vous voyez, le seul risque, donc ici, il faut vraiment le faire attention, c'est que les bandes ne soient pas effacées ou bien placées dans des situations aussi, on l'a vu ça, dans des situations très très difficiles, ils ont été placés dans des sources proches de la chaleur ou bien de l'humidité, ça se dégrade. Malheureusement, il faut faire attention à ça. Alors, le 3-2-1, en effet, c'est donc la question dans le cas 3-2-1 concernant le 3, il s'agit de fois une sauvegarde, deux copies, ou alors une fois trois sauvegardes, deux copies. Il faut savoir, c'est que c'est la donnée primaire, donc les trois copies de la donnée, ça veut dire que déjà elle est en production, c'est la première copie originale, ou la donnée elle-même, et après avoir deux copies externes, donc deux sauvegardes. Donc, une copie, c'est la prod. En l'externe, en première sauvegarde, ça fera la deuxième copie. Et une troisième fois, c'est la troisième copie. Donc, votre donnée, elle est déjà
Et d'ailleurs, c'est un constat qui n'est pas applicable que sur le backup. Donc déjà, même personnellement, vous avez un document, vous le placez sur vous avez le document sur votre PC, vous faites deux clés USB supplémentaires ou une clé USB à un disque pour avoir des copies supplémentaires. Donc, Vim vient ici comme un outil de sauvegarde donc automatisé pour faciliter la tâche. Mais si vous manipulez des petits fichiers, c'est aussi un très bon, un très bon constat d'avoir plusieurs copies du même fichier. Même j'étais étudiant, ça m'a sauvé la vie en faisant ça. Donc, c'est plusieurs fois même. Du coup, voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc, c'est vraiment plusieurs copies. Parfait. Donc la bande aussi, donc on a par exemple dans la V11, on a une nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut maintenant dupliquer une bande sans la restaurer. Donc on peut maintenant avoir une copie de lecteur à lecteur directement. Et Vim il est garant juste à la fin avec un check final que la même donnée était copiée sur la deuxième bande, mais c'est vraiment une des nouvelles fonctionnalités pour avoir des copies supplémentaires de la même bande. Voilà. Quelqu'un me remonte des soucis de son. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Ok, super. Super, super. Parce que là, j'espère que c'était une coupure de son côté très rapidement. Maintenant, hop. Voilà, et c'est un dernier point. Ça, c'est aussi a fait une grande partie un des webinars. C'est comment reprendre l'activité après un désastre. C'était un de mes webinars personnellement. J'ai passé, je pense, plus qu'une demi-heure là-dessus. Euh, le scénario est par quoi commencer? Le jour où on a un souci, c'est quoi la démarche? Est-ce que c'est une démarche légale? Est-ce que c'est une démarche technique? Est-ce que c'est une démarche purement technique, mais avec une consultation de quelqu'un? Donc, et c'est là que, voilà, il faut voir, faire son plan, prioriser, faire un scénario. Et en même temps, si vous connaissez un petit peu Vim AV8 Orchestrator, c'est notre orchestrateur à nous, qui a changé de nom, c'est maintenant Vim Disaster Recovery. Euh, Maintenant, l'idée, c'est avoir automatisé le maximum de procédures vraiment et orchestrer cette restauration. Okay. Et en plus, si vous avez déjà réussi à mettre en place un plan d'orchestration, déjà un plan d'orchestration, généralement, il teste ces plans-là et les orchestres. Déjà, vous avez enlevé une très belle charge de jours où vous allez reprendre l'activité. C'est vraiment voilà, de vous décharger de pas mal d'éléments, mais ignorer par où commencer, qui consulter, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un en externe pour valider le démarrage pour nous? Ça, c'est la catastrophe si on n'a aucune idée. Donc là, il faut vraiment avoir une idée par où commencer et le documenter et avoir un outil d'orchestration, ça aide beaucoup. Je suis en train de lire une question. Est-ce que là, des exemples de clients qui sortent sur bande et des applis? D'ailleurs, il y a trois moyens de sortir d'une manière très, 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 très facile. Déjà, vous avez tout ce qui est Vim Cloud Connect. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, si vous voulez vraiment rien opérer. Donc tout as a service. L'idée, c'est que Vim Cloud Connect, soit vous externalisez une copie de vos sauvegardes chez un service provider, ça peut être même. Donc on a une belle liste sur Vim Cloud Connect, sur le site de Vim Cloud Connect. Donc il y a une liste de partenaires inscrits pour la partie backup, externalisation de backup, ou externalisation de VM répliquée. Et en plus, ils ont des infrastructures chez eux, donc vous pouvez reprendre l'activité directement chez eux. Ça, c'est un très bon point. Le deuxième, c'est si vous voulez externaliser vous-même, donc soit juste les sauvegardes sur bande. Oui, là, clairement, je pense, le secteur public, c'est un très, très, très bon exemple d'externalisation vers bande. C'est parce qu'il y a pas mal d'exigences légales et vraiment, moi, voilà, je pousse maintenant à l'utilisation de la bande plus que jamais parce que ça nous a sauvé énormément de fois là-dessus. Et clairement, avec les très bons débits qu'on a en LTO 7, 8 et 9, là, sincèrement, plan de reprise d'activité à partir des bandes, ce n'est plus
Ce n'est pas une blague. Voilà, clairement, ça peut se faire. Après, vers le cloud, c'est encore aussi beaucoup utilisé, mais on va dire en mode disaster recovery, c'est un petit peu moins. On le voit comme un dernier recours si donc tout le monde externalise vers le cloud, mais en restauration, c'est soit pour récupérer quelques fichiers ou un périmètre bien défini. Mais pour avoir un plan de disaster recovery complet à partir de cloud, je le vois, mais c'est pas, je ne sais pas, on n'a pas encore, j'ai pas personnellement encore de retour là-dessus. Mais voilà, mais on a toujours une copie supplémentaire dans le cloud. Et en plus, c'est un des points que je vais vous montrer par la suite, c'est comment avoir une copie dans le cas où vous avez le choix entre deux situations. Soit un crypto-locker et une rançon qui est demandée pour tout payer, voilà, pour payer pour déchiffrer, ou bien patienter quelques semaines avant de tout télécharger correctement du cloud. C'est une deuxième opération que vous avez de l'autre côté. Mais euh, ça, ça le fait. Donc, vous pouvez subir un arrêt de production pendant une semaine, le temps de tout télécharger progressivement et tout valider. Voilà. Ah, ce n'est pas une surprise. Est-ce que l'inverse se fait? Oui. Et d'ailleurs, c'est clairement l'objet de Vim avec les cloud providers. C'est que vous avez Vim Backup pour Azure, Vim Backup pour AWS et pour Google Cloud. L'idée, c'est vous permettre de faire une sauvegarde vers un stockage d'objets ou vers un autre support. Donc, si vous voulez avoir des copies de vos VM qui tournent sur les clouds en local, c'est aussi une possibilité. Là, vous n'avez pas qu'à provisionner du stockage, mais c'est vraiment une vraie porte de sortie. Et je peux que vous supporter là-dessus, hein, si votre stratégie est dans ce sens-là. L'orchestration et s'interface avec tout. Vraiment, notre orchestrateur, il a des interfaces. Donc, déjà en API, déjà en PowerShell. Donc, vous pouvez revenir sur la partie orchestration. Et si vous ne connaissez pas le produit, vraiment, il y a plein de webinaires là-dessus. Ou bien juste contactez-nous sans aucun problème. Donc, déjà, l'orchestration, donc l'orchestrateur de Vim est un vrai outil qui peut s'interfacer avec les outils existants. Hop. Maintenant, on va se pencher rapidement sur parce que le temps passe vite, hein, c'est un bon échange avec vous. Comment procéder? Donc, le framework d'Inist, c'est quelque chose qui a été généralisé euh, par 6 opérations. Donc, c'est 5 ici, mais il y a une sixième étape cachée. C'est identifier, protéger, détecter, répondre et restaurer. Donc, il faut connaître la donnée, elle est où. Là, clairement, vous pouvez vous aider avec un des produits Vim qui est le Vim1. Donc, vous pouvez connaître vos données et les localiser où avec des tags. Les repositories sont où géolocalisés, vie fonctionnelle. Vous pouvez tout faire avec Vim et d'un point de vue identification. On revient sur la règle des 3-2-1 pour un stockage inaltérable que vous avez déjà protégé et vérifié avec Sure Backup, Sure Replica. Si vous ne connaissez pas ces mécanismes-là, c'est des mécanismes de vérification de la donnée. Yann, Yann Serol, dans son webinaire Combattre le ransomware, il a fait plusieurs démos sur ces deux mécaniques. Donc, c'est très bien montré. Ensuite, détecter, supervision des alertes, API intégration des données, parce que là, Vim1 permet de lancer des alertes. Donc, on supervise sur toute l'infrastructure. Si on détecte des suspicions de ransomware, parce qu'on détecte des activités qui sortent d'un pattern normal de fonctionnement, il y a toujours une alerte qui va sortir. Et vous pouvez aussi, parce qu'il y a aussi depuis la V10, une API d'intégration des données qui permet d'exposer le repository d'une manière en lecture seule, bien sûr, et d'une manière aussi bien contrôlée, vers une machine qui va faire de l'analytique et peut extraire pas mal de données. Par exemple, est-ce que compter des données sensibles, des données qu'il faut purger, des données relatives à des virus ou des ransomware, tout ça, on peut le détecter. Par la suite, comment répondre à cette situation dès qu'on a détecté une attaque? Il faut vraiment, voilà, le mot orchestration arrive parce que dans ce scénario-là, c'est bien d'avoir quelque chose de déjà orchestré, établi. Et là, si vous utilisez l'orchestrateur de Vim,
déjà le protéger et le détecter, vous avez déjà fait, donc, et même identifié. Tout ça peut se tester, et par la suite, la restauration, elle est dans la réponse de l'orchestrateur. Tout ça commence à restaurer et remettre en place en plus, orchestration, on a l'orchestration de la réplication et la restauration du backup. On a même les deux. On peut remettre un plan, mettre des VM à partir des backups en mode orchestré. Validation des SLA qui est reportée, qui est pas mal indiqué dans notre orchestrateur avec une documentation dynamique. Vous avez tout vraiment dans cet orchestrateur qui fait une belle réponse. Donc la restauration sécurisée et instantanée, ça c'est un point fort de Vim pour, comme j'ai dit, c'était un focus de dernière version pour rendre les données de manière très, très rapide. Donc voilà, on va voir les possibilités d'impact ici, que dans les démos, comment voir ces éléments. Alors, petite question du coup par rapport à ça. Alors, donc quand je parle de Vim, donc l'orchestrateur de Vim, allez, vu que j'en parle beaucoup, je vous montre le site vite fait. Okay. Il suffit juste d'aller sur le site de Vim, dans Produits, et vous allez, pardon, dans Solutions. Vous voyez là, il y a même une page complète pour la partie ransomware protection sans aucun problème. Et sinon, donc dans la partie Vim, vous avez la partie orchestration. Il est là. Vous voyez, il y a tout un module ici, Disaster Recovery Orchestration. Donc c'est cliquable. Dès que vous cliquez ici, vous allez arriver sur Disaster Recovery Orchestration et vous dites le rendement et vous avez toutes les ressources nécessaires pour voir le fonctionnement et pourquoi orchestrer et tous les services qui sont adressés par ce produit d'orchestration. Donc il y a quelques rapports et qu'est-ce qui ça fait. Donc voilà, automation et dynamic documentation. Donc vous avez un exemple de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le site directement et cliquer sur la partie produit des Disaster Recovery Orchestration. Ensuite, on reprend le framework. Du coup, ici, le framework de base était au centre, il y a les données. Autour, on va évoquer les stratégies que le données voilà, se profilèrent et l'augmente. Mais là, il fallait avoir des process et des technologies au service des personnes. Donc, clairement, ici, le premier firewall qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était matériel. Mais en vrai, le premier firewall dont il faut parler, c'est les personnes. Donc là, il faut les sensibiliser, les former. Il y a même des outils, un de mes clients utilise KnowBe4, donc c'est un know en anglais, savoir, BE4. En gros, c'est pour simuler une campagne de phishing et une campagne de ransomware en interne, et on peut avoir un suivi de toutes les personnes qui ont, bien sûr, soit joué le jeu ou et non, voilà, sont rendus compte de rien et ont quand même cliqué. Donc, c'est quand même des formations, des cibles, ils utilisent les toutes dernières techniques et c'est un très bon exemple d'éducation en interne. Donc voilà, c'est rapidement les processus et les technologies qu'on peut avoir au service des personnes pour sécuriser. C'est ça le framework en vrai. Hein. Donc c'est comment préparer une stratégie de défense. Donc les données toujours. Donc si on met l'exemple du NIST avec Vim, donc on va arriver avec les 5 étapes qu'on a vues tout à l'heure: identifier, protéger, détecter, répondre, restaurer, et avoir un bon reporting. Et l'idée, c'est de générer, donc avec là on va évoquer quelques fonctionnalités de Vim, donc une réplication CDP, une réplication standard, des snapshots sur les baies de stockage, parce que les snapshots, ça peut être une très belle réponse si on a bien sûr de l'authentification qui est différente sur les baies de stockage. Et bien sûr, je le répète souvent, mais c'est aussi des logins mots de passe sur le stockage qui ne sont pas par défaut. C'est quelque chose qu'il faut travailler là-dessus. Des sauvegardes locales, des sauvegardes hors site et des sauvegardes d'archives. Vous voyez là, complètement, on a une stratégie de protection. Donc on garantit des RPO plus ou moins élevés selon ce qu'on cherche. Parce que là, quand on parle de CDP, on parle de quelques secondes. Quand on parle de réplication, quelques minutes. Les snapshots de baies, ça dépend de ce que vous avez paramétré
travers Vim ou en mode standalone. La sauvegarde locale, là, ça va être encore plus étendu, parce que là, on va parler une fois par jour, 2 fois par jour si on est très agressif. Et sauvegarde hors site, c'est pareil, mais on va avec une rétention plus longue. Et si on parle de sauvegarde archivage, donc là, on est sur le cloud. Voilà, si on le sort une fois par jour, c'est déjà très bien. Et vous voyez, mais là, d'une seconde jusqu'à une journée, c'est quand même un grand écart sur la partie RPE. Donc, c'est à vous de définir quelle fonctionnalité implémenter pour garantir des RPE différents et répondre aux besoins, soit selon le workload, selon partout. Donc, c'est à vous de voir. Et à part la suite, le RTO, ce qu'on va greffer à ce framework, et on va avoir des stratégies de disponibilité. Donc, et là, qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va faire des basculements instantanés parce qu'on a des réplicas, des restaurations instantanées parce qu'on a des baies de stockage très performants ou bien des repositories performants? On démarre tout de suite nos sauvegardes ou bien on reprend tout de suite de nos snapshots. Et après, on a des restaurations sécurisées parce qu'on a déjà des cibles de stockage qui étaient immuables. D'ailleurs, oui, c'est une des questions tout à l'heure que j'ai vues et je suis passé et posé la question, est-ce que Vim peut piloter les snapshots de baies de stockage? Donc, c'était oui, oui, bien sûr, on peut piloter. Et même maintenant, quelques constructeurs proposent des snapshots immuables. Donc, c'est encore mieux. Donc, autant profiter de cette sécurité en plus et pour aller très, très vite. Donc, vous voyez, il est l'un dans les top 3 des performances qu'on peut avoir dans une reprise d'activité. Donc, restauration sécurisée, après récupération d'archives. C'est un peu plus long, mais c'est très bien. Voilà. Et en plus, on peut avoir des archives sur plusieurs cloud providers maintenant, sans problème. Alors, c'est un des. Si vous connaissez le forum, allez, je vais partir. Si vous connaissez le forum de Vim, donc forums.vim.com, et si vous enregistrez à la newsletter, vous allez recevoir des mails de la chef de la R&D. Le tout dernier mail du chef de la R&D, il évoque un point, c'est que lui, il se demande aussi pourquoi des NAS donc entrée de gamme, voire entreprise, sont toujours des cibles préférées, donc des cibles de sauvegarde préférées pour les entreprises. Sincèrement, donc moi-même, c'était jamais un réflexe pour moi personnellement, mais c'est vrai que je le vois souvent chez les clients. Et c'est quelque chose qui est un peu frustrant parce que non seulement c'est un équipement qui n'est jamais performant, mais aussi il représente pas mal de failles. Donc c'est déjà un équipement qui est plein de services et qu'on ne peut pas désactiver. Et en plus, il y a même, j'ai vu là, récemment des crypto-lockers dédiés qui n'attaquent même pas le protocole, il attaque vraiment l'équipement en lui-même. Et ça, voilà, donc c'est un réflexe, ces équipements-là, alors que le premier réflexe normalement qu'ils sont censés avoir d'un point de vue équipement banal, basique et pas cher, c'est un serveur x86 avec du disque. Voilà. Donc malgré tout, c'était une remarque voilà, qui m'a un peu travaillé aussi, et parce que c'est quelque chose que je remarque aussi, donc, quotidiennement. Donc je reviens sur la question, est-ce que avoir un partage sur un équipement réseau en mode NFS, est-ce que c'est plus sécurisé qu'un SMB? La réponse absolument, si on répondrait par oui, mais de toute façon, les deux sont euh, des partages réseau. Ça veut dire que si on a facilement le récupérer, c'est des partages ouverts ou bien avec un login mot de passe faible ou bien un login mot de passe qui est connu par tout le monde, le premier attaquant qui va passer, il va récupérer tout, il va tout supprimer. Déjà, ça, c'est mais alors, NFS, c'est vrai qu'il propose moins de failles et d'accessibilité que les SMB. Ça, c'est déjà un. Et même en performance, d'ailleurs. Donc, on a pas mal de performance en NFS qu'en SMB. Mais maintenant, ma recommandation viendra toujours pour une cible sécurisée, c'est d'avoir un serveur avec des disques. Et si maintenant, on le répète plus, maintenant, c'est un serveur avec des disques qui va être en immuable avec un système d'exploitation Linux. Donc, ça, c'est le repository sécurisé numéro un. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas, mais en tout cas, c'est des failles sur Synology, aucune app. C'est vrai que c'est un équipement qu'on pose des questions là-dessus. Voilà.
ça c'est je pense, j'espère que je suis bon sur les questions-réponses. Il y en a énormément et pas mal d'autres remarques. Si la question je ne réponds pas, reposez-la. Je suis désolé, mais comme ça on garde le fil. Là, je vois plus que 700 lignes. C'est pour cela. Donc n'hésitez pas à reposer votre question tout en bas si vous voulez que je la relise et je réponds sans problème. Alors, ça, par rapport au framework, du coup, on a discuté de ces points-là. Donc, vous voyez, on a énormément. Oui, question, du coup, la sécurité sur les stockages objets. La sécurité sur le stockage objet, elle se fait au niveau du repository, donc lui-même, surtout le bucket, et on peut activer le cryptage aussi. Donc, et en plus, en rajoutant l'option d'immutabilité. Je pense que je vais me dépêcher là et vous montrer ça en démo, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Du coup, le chiffrement, c'est une solution incontournable, donc clairement, et ça s'active au niveau du job côté Vim. Et là, ça rejoint ce que je viens de dire par rapport au repository, c'est que pour le stockage objet qu'on chiffre donc l'intégralité du repository, parce que c'est l'offre du stockage objet. En plus, les sauvegardes ultra résilientes, ça concerne tout, vraiment. Donc là, les bandes, les réplications, les snapshots. Donc, les Cloud Connect, hein, donc c'est eux aussi, ils proposent des mécanismes menaces internes et chiffrement, les disques rotatifs, les sauvegardes inaltérables et aussi, en plus dans le cloud et des cibles renforcées. Des exemples de cloud public proposent. Alors, il faut savoir qu'on a, côté Vim, on a ce qu'on appelle du Vim Ready. Alors, on va prendre Vim Ready immuable, repository immuable. Je pense que c'est deuxième page, je pense. Oui, voilà. Donc là, vous allez avoir plein de logos sur les équipements. Donc vous allez avoir déjà le Vim Ready Repository, puisque c'est l'écosystème. Il faut savoir si c'est les alliances qu'on a avec tout l'écosystème pour pouvoir faire. Le plus facile, c'est vous-même, vous allez prendre un serveur avec des disques et vous allez implémenter un repository. Mais si vous voulez quelque chose avec un logo Vim Ready, un équipement, il y a les repositories, il y a les objets, donc des équipements qui proposent de l'objet. Sinon, il y a les objets avec immutabilité. C'est ça ce qui nous intéresse. Il y a aussi le ready tape. Et sur cette partie-là, donc il faut juste partir sur le type. Vous dites c'est de l'objet avec objet avec immutabilité. Et là, vous allez avoir il y a des équipements plus des logiciels. Donc, mais on voit là un français parmi la liste, il y a Scality, qui a été intégré avec immutabilité depuis le mois 6 2021. Le dernier arrivant, je pense, c'était Black Blaze et Amazon Web Services. Non, c'est depuis 2020, ça date. Il y a Hitachi. Il y a une deuxième page. 2021. Voilà, il y a Wasabi, je pense que c'est le dernier. Non, même pas. Voilà aussi, le mois 5, 2021. C'est Wasabi le dernier qui a intégré la liste. Mais en tout cas, cette liste, elle bouge. Donc, n'hésitez pas à revenir ici. C'est vrai que c'est des fournisseurs externes. Posez la question à vos partenaires français locaux, parce qu'ils peuvent proposer aussi des services de stockage S3 en local rapidement, sans problème. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour répondre à la question. On revient au 3, 2, 1. Tout à l'heure, j'ai répondu à la question, mais voilà en visuel. Vous avez la VM ou le serveur physique ou le NAS ou ce que vous voulez et 2 copies de sauvegarde. Donc voilà, ça répond à 3 copies différentes sur 2 médias distincts. Donc ça peut être disque et bond, ça peut être disque et cloud. Voilà, ça, sans problème. Donc une hors site qu'on va externaliser. Et cette une, si on arrive aussi à l'avoir sur un support isolé hors ligne ou inaltérable, on revient au support Vim Linux par exemple, inaltérable avec l'immutabilité. Ça, c'est aussi une réponse qu'on souhaite avoir. Ça vous facilitera la vie, ça facilitera la vie aussi en cas de problème. Et voilà, on est gagnant-gagnant dans cette histoire contre les méchants. Voilà. Après, voilà, zéro erreur à l'issue des tests. Ça, c'est aussi la possibilité de tester ces sauvegardes. C'est une fonctionnalité historique côté Vim. Ça existe depuis très longtemps. Mais voilà, si vous voulez une garantie de restaurabilité,
faut juste l'implémenter. Voilà, je ne peux que vous l'encourager. Voilà, on arrive à la partie démonstration. On va voir rapidement allez, en 5 minutes, les sauvegardes inaltérables et aussi dans la partie cloud, dans quelle échelle on peut le voir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ça ce que je vais vous montrer du coup dans la démonstration. Hop. Elle est là, mon lab. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur les repositories eux-mêmes. Donc sur la partie backup repository, c'est là qu'on va définir, par exemple, notre repository Unix. Donc une fois que vous avez assuré la sécurité matérielle, ça aussi, c'est un point que je n'arrête pas de le dire, il faut assurer la sécurité physique de l'équipement. Non seulement physique en tant que matériel qu'on peut vraiment l'emmener, mais aussi d'un point de vue s'il est accessible à travers un autre moyen. Je vois ici la machine, parce que elle n'est pas, par exemple, sur la machine Linux, on a SSH, il n'est pas obligatoire pour Vim que pendant la phase d'implémentation. Vous pouvez le garder par la suite, sinon vous pouvez le désactiver comme service. Donc, vous pouvez le garder pour l'aspect patch management, pour la gestion, pour l'intégration, mais sachez que voilà, ça reste une porte supplémentaire d'accès à cette machine-là. Si vous voulez le désactiver, c'est encore mieux. Le port de management physique de la machine, ça c'est comme si on est vraiment devant la machine. Donc voilà, vous avez le droit soit de voir comment le sécuriser, soit le désactiver, le débrancher, etc. Ça c'est à vous de gérer, mais sachant qu'il y a de la sécurité périmètre, donc du périmètre qu'il faut assurer, comme la façon pour accéder à la machine. Et par exemple, tout à l'heure, on a évoqué, c'est que quelqu'un qui se connecte directement à cette machine en RDP ou en physique, par exemple, s'il récupère des droits et des login mots de passe pour se connecter, sachez que quand on arrive en face de cette machine-là, donc sur l'aspect repository, voilà, un instant que ça charge. Voilà. Donc là, c'est vrai que la question a été posée, c'est que voilà, on a gagné accès à cette machine-là, on a désactivé. C'est que c'est une simple case à cocher. C'est vrai que c'est facile, on peut désactiver ça, mais il faut savoir, c'est que les données qui sont maintenant, qui ont le flag d'une mutabilité de 7 jours, euh, il va rester pendant au moins 7 jours. Donc ça, c'est déjà un. Il y a pas mal des alertes aussi que vous allez recevoir par rapport à cette désactivation. Il y a pas mal de choses qu'on peut paramétrer comme sécurité supplémentaire. Mais en effet, c'est quelque chose qui peut se faire. Ensuite, la partie XFS, donc ça c'est aussi une optimisation de temps et de performance pour vous. D'un point de vue, donc ça reste des options qui sont disponibles pour vous sans souci. Maintenant, l'aspect authentification, et ce qui est là qui va changer, c'est qu'on ne stocke pas les logins mots de passe par rapport à cette machine. Donc, cette machine, si on revient, je suis obligé d'annuler cet assistant, si on revient sur cette machine dans le managed server, parce qu'il est là comme un host qui va me permettre de gérer, si je reviens sur cette machine, sur la connexion SSH, donc voilà, non, ça c'est des autres credentials, mais en effet, le credential de ces repositories-là n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette machine a été rajoutée avec ce qu'on appelle des single-use credentials pour Hardened Repository. Donc vous voyez, c'est quelque chose une d'aspect de sécurité aussi qu'on utilise pour ajouter ce repository-là. Mais en effet, il faut faire attention à pas mal de paramètres de sécurité. Et ensuite, dès qu'on a rajouté aussi les stockages objets, donc par exemple, on peut utiliser maintenant Glacier pour l'archivage et S3 parce que le Scale-out Backup Repository permet aujourd'hui cette multicouche de plusieurs stratégies de placement. Est-ce que là, on arrive au bucket, donc on peut limiter la taille, le stockage n'envole pas, ne s'envole pas, et aussi on peut rajouter la partie immutabilité pendant un certain nombre de jours. C'est là que vous êtes tranquille donc face à
comme j'ai dit tout à l'heure, même si c'est lent, ça prend le temps pour récupérer vos données du cloud, mais au moins, face à un arrêt de prod, c'est mieux d'avoir une copie externe, parce que vous n'arrivez pas à le faire en local, une copie externe qui permet de reprendre son activité, même si on a un temps d'arrêt considérablement long par rapport à un stockage local. Voilà, ça c'était là pour la partie de démonstration. Pour faire un petit résumé de ce qu'on a évoqué. Donc aujourd'hui, le stockage sur bande, donc entièrement déconnecté, n'existe pas dans la librairie, dans l'inventaire, et aussi tagué au worm, c'est encore mieux. La partie VM répliquée, c'est une réponse. Donc, en plus, si vous utilisez des firewalls et des domaines différents et des réseaux différents, c'est encore mieux, des firewalls différents. Les snapshots de baie, ça reste un bon moyen de reprendre l'activité. Ça a sauvé pas mal de nos clients et c'était super rapide, vraiment. Parce que vous voyez, c'est juste un revert d'un snapshot, mais il faut vraiment avoir des logins mot de passe pour le sécuriser, parce que c'est l'authentification est clé ici. Sauvegarder avec Vim Cloud Connect, c'est pareil. C'est une API complètement différente, c'est chez le service provider, sa propre sécurité à lui, c'est son métier. Donc, vous avez un avantage ici, les disques, les sauvegardes inaltérables, les cibles Linux. Donc, ça, c'est vraiment les cibles Linux renforcées. Vous avez vu là, authentification différente, pas besoin de SSH. On ne peut pas supprimer les données. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas montré qu'on ne pouvait pas supprimer les données, mais je l'ai déjà montré dans un autre webinaire. C'est pour ça que j'ai confondu ça. Alors, on peut faire l'exercice rapidement. Donc, j'arrive ici sur les parties disques, sur mon repository XFS. Exemple ici, je fais clic droit sur la VM, je fais delete from disk, je fais oui. Normalement, l'assistant va tourner, il va vérifier que la rétention n'est pas épuisée. Et vous voyez, donc dans Vim, on lock tout. Donc, qui fait quoi, sur quel, c'est quoi l'action, à quelle date était démarrée, c'est quoi son statut, et on a un log ici en visuel, mais aussi dans tous les journaux que vous pouvez aussi consulter par la suite, qui fait quoi, ça c'est clé. Donc même le simple fait de décocher la case et fermer l'assistant, ça déclenche toute une gestion de log et des alertes derrière si vous détectez ce type d'action. Vous pouvez tout faire. Il n'y a pas de... Voilà, et là, vous voyez, je ne peux pas supprimer parce qu'ils sont immuables. Et je pouvais même vous montrer la démo quand je sais pris même directement sur le système d'exploitation. Il dit, voilà, cette action, elle n'est pas permise. Donc, vous voyez, ça, c'était les quelques remarques. Donc, il y a pas mal d'autres aussi ressources pour donc des kits d'évaluation, des formations par rapport au sujet et aussi des mises à jour. Donc, c'est une bibliothèque de contenu propre au ransomware. Comme j'ai dit, ça sera mis à jour continuellement dès qu'on a des informations. N'hésitez pas à le consulter. Vous allez avoir, comme j'ai dit, l'enregistrement et le support. Et bien sûr, pour aller plus loin, on a toujours le site des bonnes pratiques de Vim, qui est vimbp.com, et aussi ce document qui reste toujours de valable. Donc, c'est comment choisir sa cible, mais avec toutes les considérations anti-ransomware en tête. Je vous laisse aussi explorer ce document. Il me reste qu'à vous remercier. Le temps est, on a dépassé un tout petit peu. J'espère que c'était informatif pour vous. Et je vous remercie pour tout le temps que vous avez passé avec moi. Je vais maintenant, pour les gens qui ne peuvent plus rester, et voilà, il n'y a pas de souci, je vous remercie encore une fois. Je vais faire une dernière passe des questions-réponses et c'est avec plaisir. Voilà, je vais passer à la partie questions-réponses. Wow, ok. Oui, alors il y a quand même une certaine ressemblance pour la partie hors ligne et inaltérable. Il faut savoir que voilà, hors ligne, c'est complètement inaltérable jusqu'au moment où elle revient. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'il n'est pas accessible en lecture et en écriture. Mais sachant qu'une copie qui est en ligne, inaltérable, ça c'est déjà le challenge, de le garder toujours en ligne et la rendre inaltérable. Mais voilà, c'est par défaut vraiment une copie qui est déconnectée hors ligne, une cartouche déconnectée, un serveur déconnecté du réseau, comment dire, un disque aussi. Donc tout ça, c'est similaire. Et après,
si vraiment après la partie inaltérable, il faut savoir aussi qu'il faut tester de temps en temps pour avoir que la qualité de la donnée est toujours disponible. Ensuite, alors oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des versions donc, et des backups. La partie repository Linux immuable est disponible dans toutes les éditions de Vim, donc même la version gratuite en communautaire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez accéder, même vous installant la version gratuite, vous faites votre sauvegarde et vous allez accéder directement à ce repository immuable. Sachant qu'il y a plein maintenant d'articles, des guides step by step sur l'implémentation, parce qu'au début, c'était voilà, les premières documentations n'étaient pas très faciles, mais maintenant tout l'écosystème s'est penché dessus. Et voilà, maintenant vous avez des super guides, même en vidéo, pas de souci. Il n'y a pas d'impact, parce que l'immutabilité, est-ce qu'il y a un impact d'immutabilité sur la capacité? Pas du tout. Il faut savoir que ce qu'on utilise ici sur la partie immutabilité, c'est un flag Linux qui existe depuis longtemps. Et il suffit juste de le piloter. D'ailleurs, il est très utilisé par les administrateurs web sur les fichiers de config pour que ça ne soit pas modifié. Donc, c'est quelque chose que, voilà, on peut le mettre en place donc, et que par n'importe quel utilisateur, ce flag d'immutabilité, mais il peut être enlevé que par donc l'utilisateur root. Donc, ça existe. On a juste fait de sorte que ce soit automatisé et piloté par Vim, donc placé par l'utilisateur Vim pendant la phase backup. Alors, ensuite, mais il faut quand même être en version 11, voilà, pour pouvoir avoir ce repository immuable. Oui, déjà, oui, possibilité de vérification. Alors, maintenant, les deux dernières questions qui sortent un peu du scope. Alors, du coup, c'est pour sauvegarde SQL et Oracle. Donc, si vous sauvegardez la VM SQL, pas de souci. Vim fait la consistante applicative, il gère tout. Vous avez l'accès si vous faites le log shipping avec Vim, vous pouvez pas besoin de faire sauf si vous tenez à faire vos exports de log de base en SQL tout seul, c'est à vous de voir. Mais après, Vim vraiment juste en sauvegardant la base, il sauvegarde tout ce qu'il faut derrière. Et on a des super outils, donc le Vim Explorer pour SQL pour gérer la restauration. Par contre, pour Oracle, maintenant, on a juste, parce que le Herman, c'est un outil qui fonctionne très bien. Les administrateurs, historiquement, ils l'utilisent et ils ont paramétré pas mal de scripts là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on s'est interfacé à Herman avec notre plugin. Et l'idée, c'est que juste, on va prendre la sortie, l'output ce qui sort Herman, et on va rediriger le backup vers le repository Vim. Donc, on fait un double flux. On dit que le backup Herman est en cours ou bien terminé, c'est bien passé, et le backup, il est atterri sur le repository. Donc, vous voyez, on utilise Herman pour la partie. Donc, oui, est-ce que c'est bien pratique? Oui, parce qu'on va avoir une seule console qui nous donne l'information sur les sauvegardes, est-ce que c'est bien passé ou pas, parce que, sincèrement, vérifier les exports manuellement d'SQL ou d'Oracle, on peut le faire, mais c'est moins facile, allez, on va dire. C'est bien plus ergonomique de l'avoir dans la console de Vim. Alors, pour tous les webinaires, faites juste une petite recherche donc, sur le lien que je viens d'évoquer au tout début, donc vim.com/fr/vidéo à la fin s.html. Donc là, si vous écrivez par exemple immuable, vous allez trouver directement la partie immutabilité sans aucun problème. Sinon, je vous collerai à la fin le lien dans le chat si vous voulez. Question aussi, la dernière qui sort un peu du scope, migration vers V11, à partir de quelle version? Je pense que dans la documentation, c'est 9.5 update 4 minimum, donc à partir de 9.5 update 4. Et donc, si vous êtes en 10, c'est rapide, mais 9.5 update 4 minimum pour passer directement à la V11. Ça sans aucun problème. Voilà, ça, donc, il ne me reste que, encore une fois,
à vous remercier toutes et à tous et vous souhaiter une très belle suite de la journée et à très bientôt dans un autre webinaire. J'espère que c'était informatif pour vous et au revoir.